Et bonjour à toutes et tous, merci beaucoup d'être là, nombreux ce matin. Je le sais que vous êtes nombreux derrière vos écrans, même si, eh bien, vous le savez, hein, les conditions sanitaires nous empêchent encore de nous retrouver. Mais vous êtes avec nous pour participer à cette conférence aujourd'hui autour de la mixité. Vous êtes avec nous parce qu'on vous donnera la parole. Posez vos questions, n'hésitez pas via le chat. Les commentaires du live, on va les voir, on va eh bien, s'en inspirer pour animer cette table ronde aujourd'hui. Nous allons nous demander aujourd'hui comment favoriser la pratique sportive en mixité. On a déjà quelques pistes pour ne rien vous cacher puisque Play International qui nous rassemble aujourd'hui travaille et réfléchit à cette question depuis quelques temps déjà. Play qui est engagé, vous le savez, depuis le milieu des années 2000 sur le sujet de l'émancipation des femmes et sur les sujets d'égalité filles-garçons. Alors ils se sont engagés en Afghanistan, en Haïti notamment, mais aussi en France. En France, pour combattre les stéréotypes du genre qui favorisent la séparation effective entre les filles et les garçons à l'adolescence. On y reviendra dans quelques instants. Alors, il y a eu une campagne qui s'appelle Play Together, qui a été menée avec Nike entre le 11 octobre et le 11 décembre dernier. Elle vient tout juste de s'achever. On va en parler. Et cette campagne, eh bien, elle s'appuyait sur un projet pensé avec des spécialistes, avec des acteurs de terrain. Et ça, c'est important pour favoriser la mixité à travers, en tout cas, au cœur de la pratique sportive. Et c'est le cœur de notre sujet ce matin. Ils sont à mes côtés aujourd'hui. Je suis ravie de les accueillir. Aurélie Coutron, à ma droite, responsable administrative de la section féminine du Racing Club de France Football. C'est un club qui se tient à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, pas très loin de chez nous. Merci Aurélie d'être là ce matin. Bonjour. À vos côtés, Mejdaline Miri, rédactrice en chef avec 2 F et un E, du magazine Les Sportives. Merci de votre présence aujourd'hui également. Et puis Emmanuel Rouquette, chargé de mission pédagogie en charge du projet pratique en mixité pour Play International. Merci Emmanuel d'être là. Vous allez avoir la parole dans quelques instants, mais je vais faire un petit coucou également à Cécile Autogali qui est avec nous en duplex ce matin. Cécile est chercheuse spécialiste de la question sport et genre, rattachée au laboratoire Elvis de l'université Lyon 1. Merci Cécile d'être avec nous. On va vous retrouver bien sûr dans quelques instants. Alors, je vous le disais, vous, devant vos écrans, vous posez vos questions, vous partagez éventuellement vos expériences et on tâchera de répondre au maximum de questions posées ce matin. Emmanuel, on y va, on va rentrer dans le vif du sujet et revenir à la genèse de ce projet qui nous rassemble aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure, Play est engagé sur ces questions depuis le milieu des années 2000. Pourquoi se focaliser maintenant spécifiquement sur cette question de la mixité ? Merci Gaëlle. Effectivement, Play est engagé depuis très très longtemps maintenant sur la question, pas uniquement de la mixité, mais en tout cas des filles dans le sport et de la place des filles dans le sport. Alors je parle des filles et non pas des femmes parce que le secteur d'activité de Play International, c'est plutôt l'enfance. Mais effectivement, cette question à la fois de l'accès au sport, mais de la mixité sportive, est un sujet qui nous tient à cœur chez Play International. Depuis longtemps en France, on essaye par différentes actions, différentes méthodes de casser un petit peu les stéréotypes qu'il peut y avoir dans la pratique sportive, mais pas uniquement d'ailleurs, de manière générale dans la société autour des filles et des garçons. Et donc ça faisait sens aujourd'hui pour nous de garder cette approche par la mixité pour casser les stéréotypes entre filles et garçons. Une approche un peu innovante quand même mise en place par Play. Oui, innovante dans la forme parce qu'on a fait appel à de nombreux acteurs qu'on a réunis autour d'une même table. Donc innovante de ce point de vue-là, aussi innovante parce qu'on a créé de nouvelles pratiques. L'objectif était vraiment de développer quelque chose de nouveau, quelque chose qui sortait de ce qu'on avait l'habitude de faire. Même si on n'est pas pionnier dans la matière, il existe déjà des initiatives qui ont permis d'avancer sur le sujet. Mais l'idée, c'était de donner un petit peu plus de visibilité à ces pratiques-là aussi qui sont en émergence et qui sont de nouvelles formes de pratiques qui permettent la mixité. On va rentrer dans le détail de ce projet dans quelques instants. Simplement, pour refaire un petit chapeau global d'introduction, c'est quoi la réalité de la pratique des filles aujourd'hui et leur inclusion dans la pratique de cette activité physique ? Alors la réalité, vous la connaissez tous plus ou moins, c'est un manque d'accès aux infrastructures, c'est un manque de créneaux, c'est un manque de reconnaissance, c'est aussi des inégalités, on va parler aussi du sport professionnel, mais des inégalités salariales, des inégalités d'accès aux postes,
la pratique sportive, de manière concrète, est très limitée pour les jeunes filles et les femmes. Mais il y a aussi des choses un petit peu plus latentes qui limitent aussi cette pratique sportive, notamment les stéréotypes dont je parle beaucoup, mais qui sont un petit peu le cœur de la guerre pour cette pratique. C'est quoi un stéréotype aujourd'hui un peu bloquant pour cette pratique des filles? Le plus connu de tous, le foot c'est pour les garçons, la danse c'est pour les filles. Évidemment, vous aurez, et Aurélie pourra nous en parler, vous aurez beaucoup moins de créneaux qui sont dédiés aux jeunes filles dans les structures qui proposent du foot, et à l'inverse, très peu de créneaux qui sont proposés aux jeunes garçons dans les structures qui proposent de la danse. Aurélie, justement, je me tourne vers vous. Vous êtes au quotidien au cœur d'un club. Comment ça se traduit tout ça au quotidien, ce manque de mixité finalement? On va dire que c'est un combat au quotidien, même si le club auquel j'appartiens permet aux filles de s'émanciper de plus en plus. Après, c'est un long travail aussi de dialogue avec le président. Et du coup, on arrive à avoir maintenant l'équité. Cette année, c'est vraiment là où on a pu avoir le même nombre d'entraînements, le même équipement. Et tout ça avec une vraie discussion avec le président et le vice-président. Ce sujet, il vous touche depuis très longtemps, Aurélie, ce sujet de la mixité. Vous avez joué au football, vous aussi, oui. Il y a quelques années. C'est aujourd'hui votre fille qui a suivi votre voie, avec quelques obstacles quand même au départ. Oui, après, j'ai pas eu une longue carrière dans le football. Je l'ai fait vraiment en fin de... J'avais 18 ans. Et en fait, j'ai arrêté parce qu'il y avait les études. Voilà, et c'est vrai que ma fille, elle a voulu faire du foot et ça a été très compliqué de trouver un club où il y avait assez de filles. Donc je ne connaissais pas encore le Racing et je suis allée dans un club où il y avait une dizaine de filles. Et c'est vrai qu'elles ont joué en mixité. Donc là, je peux en parler. Au début, ça se passait très très mal parce que justement, comme a dit Emmanuel, il y avait les stéréotypes. Donc les filles ne jouent pas au foot. Et dans l'absolu, c'était... un terrain réduit, un manque de créneaux, et les filles ne faisaient pas de championnat. Elles ne pouvaient pas faire le championnat avec les garçons. Plus l'attitude des parents aussi, qui disaient que si les filles intégraient l'équipe de leurs garçons, les garçons allaient perdre du temps, puisque les filles allaient justement être des boulets. Désolée du terme. Et en fait, après, on a changé de club et j'ai intégré le Racing avec ma fille, où il y a une centaine de licenciés. Et donc là, vraiment, ma fille, voilà, une centaine de licenciés filles sur 900. Sur 900 licenciés. Et c'est vrai que les filles, entre elles, ont pu s'émanciper, dialoguer. Et c'est vrai que ma fille s'y plaît et ne veut pas partir. C'est un chiffre qui augmente, ce chiffre? Oui, oui, c'est un chiffre qui augmente. Bon, là, cette année, il y a un peu moins de licenciés filles parce que, à cause de la Covid. Donc, il y a certains parents qui n'ont pas forcément voulu réinscrire leur enfant. Mejdaline Mirié, je le disais, vous vous occupez du magazine Les Sportifs, toute nouvelle rédactrice en chef. Bravo pour ça déjà. Souvent, on reproduit ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas d'ailleurs, en l'occurrence. Peu de mixité finalement lorsqu'on voit du sport à la télévision. C'est peut-être le premier axe sur lequel on pourrait travailler. Oui, tout à fait. Puis dans les journaux et à la radio, c'est pareil. En fait, il y a un vrai paradoxe entre le fait que, évidemment, dans la société, on vit tous en mixité, ça paraît être complètement établi. Et puis dans le sport, tout d'un coup, ça disparaît. Je crois que pour essayer de comprendre un petit peu tout ça, il faut regarder du côté de l'histoire du sport. Et comme le sport moderne, et notamment, évidemment, les Jeux Olympiques ont été créés par Pierre de Coubertin, qui a un certain nombre de stades et de gymnases à son nom, mais qui était un homme extrêmement sexiste, le mot est faible, et qui disait que la place des femmes était dans les tribunes ou bien pour remettre les coupes. Forcément, en fait, les femmes se sont battues pour être présentes dans le sport de haut niveau et le sport en compétition toutes ces dernières années. La boxe aux Jeux Olympiques, c'est très très récent. Il y a très peu d'épreuves mixtes aux Jeux Olympiques, qui est vraiment, on va dire, la tribune du sport au niveau mondial. Et ça va être seulement à Paris en 2024 qu'on a appris qu'il y allait avoir 50% d'athlètes masculins et 50% d'athlètes féminins. Donc c'est un combat qui est mené, qui est en train d'être gagné, mais vraiment, ce n'est rien de simple. Et en France et dans le monde de manière plus générale, je crois, on a une vision très sexuée, très genrée des sports, et c'est pour ça qu'effectivement,
il y a beaucoup de jeunes filles qui font de la GRS, et puis il y en a très très peu, par exemple, au rugby, et il y a carrément des sports qui sont interdits aux jeunes filles, et puis des sports qui sont interdits pour les jeunes garçons. Je pense notamment à la natation synchronisée. C'est toujours pas admis aux Jeux Olympiques, et en fait... Enfin voilà, pourquoi il faut absolument questionner ça et réussir à se poser la changer question ça. dans l'autre sens. Évidemment, oui, tout à fait. Vous avez sorti, les sportives, un numéro consacré à la mixité. Je pense qu'il est toujours disponible si certains veulent le recommander sur votre site. Vous avez mené des investigations. Ça a été quoi le résultat ? Eh bien, le résultat... Déjà, moi-même, en tant que journaliste, je suis journaliste sportive depuis un peu moins de 10 ans maintenant, et je me suis rendu compte que moi-même, dans ma pratique du journalisme, je m'étais peu, jusque-là, intéressée au sport mixte. C'est vrai qu'ils sont très peu présents. Plus on monte dans les niveaux, plus on regarde les grandes compétitions, et moins il y a de sports mixtes. Donc ça a été la première découverte. Alors même qu'on a des très beaux ambassadeurs de la pratique mixte, comme effectivement Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron qui font la une de ce numéro-là. Et puis, à chaque fois qu'on a interviewé des personnes qui travaillent à la mixité, à chaque fois, ils disent que l'expérience est très très bonne, quoi. Et quel que soit le niveau, parce qu'évidemment, on parle du sport en compétition, mais en fait, la plupart des gens, ils ne vont pas aller très très loin dans les compétitions. Ils ont une pratique qui est surtout basée sur le loisir. Et en fait, c'est fou qu'on en soit encore là, alors qu'on attend à apprendre de l'altérité, de la rencontre avec l'autre. C'est vraiment essentiel. Ces sports mixtes qu'on voit à la télévision, je pense au biathlon, avec des épreuves mixtes aussi, au tennis, où on joue parfois hommes et femmes. On a la sensation parfois que c'est les épreuves qu'on met à la fin des compétitions et qui n'ont pas une vraie part dans le résultat final, alors que finalement, on leur laisse une place quand même. Oui, tout à fait. C'est pas pris au sérieux. Et alors, vraiment, il y a besoin pour créer des modèles pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Il y a vraiment besoin que justement ces sports-là soient davantage présents dans les grandes compétitions, que nous, les journalistes, on apprenne plus aussi, tout simplement, à les couvrir. Alors, au prochain à Tokyo, il va y avoir le nombre d'épreuves mixtes va être doublé. On va passer de 9 à 18. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais ça reste très très peu sur l'ensemble de la compétition. Donc il y a besoin de faire un vrai effort de ce côté-là, clairement. Et peut-être que le sport roi, qu'est le football, a quelque chose à faire sur ce sujet-là pour montrer l'exemple aussi. On va aller voir ce qu'en pense Cécile Autogali, qui est avec nous aujourd'hui. Je vous le disais tout à l'heure, chercheuse spécialiste de la question sport et genre, rattachée au laboratoire Elvis de l'Université Lyon 1, maîtresse de conférence à l'UFRAPS Lyon 1 également. On l'a entendu, Cécile, le constat, il est là, clairement. Il y a des schémas établis depuis longtemps, depuis trop longtemps. Pourquoi c'est si difficile de les briser encore aujourd'hui? Effectivement, le constat a été bien dressé par mes collègues. On a depuis très longtemps un véritable procès en incompétence, en fait, qui est dévolu aux femmes et aux jeunes filles de façon générale. Les jeunes filles sont victimes, en fait, d'a priori, pour le dire autrement. Les femmes et les jeunes filles sont victimes d'a priori sur le fait qu'elles n'aimeraient pas les pratiques sportives, sur le fait qu'elles n'auraient pas les capacités pour y performer. Et je crois qu'il faut dire très clairement, c'est faux. C'est faux, c'est faux et c'est faux. Les femmes sont investies dans les pratiques sportives depuis la fin du 19e siècle et effectivement, elles ont dû se battre contre un certain nombre de résistances médicales, sportives, politiques pour pouvoir trouver leur place. Donc, c'est des questions politiques. Et bien sûr, elles disposent de toutes les ressources physiques et intellectuelles pour performer dans les pratiques sportives. On va avoir la chance d'accueillir les Jeux Olympiques en 2024 à Paris. Et bien sûr, toute personne qui a déjà regardé un petit peu des événements sportifs sait à quel point les femmes peuvent performer au plus haut niveau. Et donc générer un spectacle de très grande qualité, provoquer des émotions de très grande qualité grâce à leur performance physique. Donc par contre, le débat est très souvent posé sur le plan de la biologie, sur le plan des capacités, et il faut rompre avec ça. Il faut très clairement dire non, les jeunes filles et les jeunes garçons ont les mêmes capacités de se développer et de performer. Par contre, les travaux en sociologie et en histoire et qui ont été rappelés par mes collègues montrent à quel point
les jeunes filles ne disposent pas des mêmes opportunités, en fait, depuis très longtemps pour pratiquer et pour performer. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, ça a déjà été évoqué, mais encore aujourd'hui, les conditions de pratique des jeunes filles sont très défavorables. En fait, c'est tout un environnement hostile dans lequel elles évoluent, sur le plan des conditions d'entraînement, des budgets, des créneaux horaires, de la qualité des encadrements qu'elles reçoivent, de la médiatisation, bien sûr. C'est tout un environnement hostile qui fait que les jeunes filles sont souvent moins encouragées que les jeunes garçons à pratiquer du sport, et donc elles accumulent au fil de leur enfance un déficit dans des pratiques sportives dans lesquelles elles ne sont pas encouragées. Et l'inverse est vrai pour les garçons. Les garçons sont aussi découragés d'investir certaines pratiques, mais force est de constater que les effets de ces socialisations différenciées, eh bien, ne portent pas de la même façon sur les filles et les garçons. Parce que les filles sont invitées à investir des pratiques esthétiques pour travailler la beauté de leur corps, mais ce sont des pratiques qui médiatiquement sont dévalorisées, donc en fait elles sont invisibilisées là où on les invite à performer. Quand les garçons, eux, sont invités à performer sur le plan de l'adresse, de la force, de la technique, de la puissance, et ce sont des familles d'activités qui sont énormément visibilisées. Donc voilà comment se construisent effectivement des résultats, mais peut-être pour conclure sur ce point, ces stéréotypes-là qui sont le fruit d'une histoire donc, et d'une socialisation, ils jouent aujourd'hui tous les jours sur le terrain sportif. Et si par exemple sur un terrain de hand, je pense que les filles sont moins bonnes, sont nulles, il va y avoir tout un ensemble d'actions en chaîne qui vont venir confirmer cela. C'est-à-dire que si je pense que les filles sont moins bonnes, je vais peut-être les choisir en dernier dans la constitution de l'équipe. Je vais aussi sans doute faire en sorte de ne pas trop leur passer la balle sur le terrain pour pas qu'elles la perdent. Je vais me mettre en situation d'aller tirer moi le but plutôt que de faire la passe à une fille qui serait bien placée. Et en fait, je vais participer à générer du déficit d'engagement, du déficit de pratique qui feront qu'effectivement, elles seront moins bonnes. Donc, vous voyez comment les stéréotypes aussi vont alimenter la vie réelle et vont venir confirmer finalement ce procès en incompétence qu'on leur fait depuis très longtemps. Donc, il faut absolument rompre avec ça. En tout cas, le projet s'y attelle à casser ces stéréotypes et à éviter le genre de situation que vous venez de souligner. Je l'ai dit tout à l'heure, Cécile, vous travaillez depuis plus de 20 ans sur ces questions de genre et de sport. Vous avez été sollicitée par Play il y a quelques temps déjà. Est-ce que dans ces 20 dernières années, vous avez vu quand même une évolution? Aujourd'hui, on met sur le devant de la scène ces questions d'égalité, ces questions de mixité. Est-ce que ça évolue vraiment selon vous? Alors, ça, pour une historienne, c'est toujours une question difficile parce que je me projette sur un temps qui est long. Donc oui, à l'échelle de la grande histoire, les choses évoluent, forcément. Si je compare avec ce qui se passait dans l'entre-deux-guerres ou même il y a 50 ans de ça, les choses évoluent. Par contre, si maintenant je me place dans une histoire plus récente, on va dire de ces 20 dernières années, voilà, on se rend compte que non seulement ça évolue très, très doucement, et surtout, il y a des phases de régression. On connaît régulièrement des phases de régression. Et donc, c'est une vigilance permanente qu'il faut avoir sur ces questions-là. Il n'y a pas d'évidence, ça y est, l'égalité, elle est là, elle est posée comme un principe républicain. Oui, depuis la Révolution française et 200 ans plus tard, on en est encore au constat qu'on est en train de faire. Donc, les choses, sans doute, évoluent. Mais je vais être très prudente, elles évoluent lentement, elles évoluent grâce à des politiques volontaristes et à des actions et à des moyens conséquents. Et Play, c'est vrai, s'est démarqué là en faisant un choix militant de travailler sur ces questions de mixité et d'égalité, mais aussi par une démarche tout à fait inédite, articulant effectivement la recherche et les pratiques, les problématiques de terrain. Donc, ils se sont donné les moyens de mettre en place une recherche-action. C'est rare, c'est moderne. Donc, il faut le souligner, alors même que les questions d'égalité aujourd'hui bénéficient d'une certaine aura médiatique. Donc, on a enfin une structure de terrain qui a fait le choix de travailler avec des universitaires. Et du coup, notre rôle dans cette recherche-action, c'est d'apporter et de sensibiliser les acteurs impliqués dans le projet autour des conclusions des travaux scientifiques, autour des effets et des difficultés de la mixité. Donc, on a fait ce rôle de sensibilisation
dans un premier temps. Ensuite, on a accompagné le travail collaboratif et le travail qui a été, la création qui a émergé des acteurs de terrain. On a observé les phases de test sur le mois d'octobre et de novembre. On a observé les phases de test. Et puis, en janvier, on va évaluer les résultats concrets de la pratique. Donc, dans ce process, on est un partenaire parmi tous les autres. Merci beaucoup pour cette intervention, Cécile. On va entrer dans le vif du sujet, dans ce projet qui nous rassemble aujourd'hui. Comment il s'est mis en place, comment il s'est déroulé, Emmanuel ? Alors, il s'est déroulé en plusieurs étapes. Cécile en a mentionné quelques-unes, effectivement. Une première étape d'état des lieux, dans laquelle on a parlé un petit peu de ce qu'on a survolé ce matin déjà, de pourquoi il y avait une telle problématique dans la pratique sportive mixte et comment on allait pouvoir faire pour surmonter cette pratique, ces contraintes plutôt, pardon. Donc une première étape vraiment d'état des lieux, on a dressé tout le panorama, qu'est-ce qu'il faut avoir à l'esprit, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête, notamment avec ce qu'on a intitulé des règles d'or, qui sont finalement des points de vigilance qu'on avait quand on a voulu créer nos pratiques. Derrière, on a créé 2 nouvelles pratiques qui sont pensées pour la mixité. Alors je dis nouvelles au sens inédite, mais il y a une pratique qui a été complètement inventée, qui est une forme de jeu qui n'existait pas avant, et puis une pratique qui a été adaptée du basketball, donc la forme de jeu est le basketball, avec des règles qui vont permettre notamment l'engagement des filles dans la pratique plus facilement en tout cas. Donc ça, c'était la deuxième partie du projet. Et puis la troisième partie consiste à la phase de recherche-action, comme l'a mentionné Cécile, phase dans laquelle on va essayer d'évaluer l'impact sur les jeunes de ces 2 pratiques-là et à quel point ça change la façon dont les filles vont s'engager dans la pratique, la façon dont elles vont vivre ces moments-là de mixité. C'est un projet qui a été soutenu par l'équipementier Nike, qui est votre partenaire depuis longtemps à travers son programme Made to Play, et également par la Fondation de France. On va regarder quelques images et les explications également de Julie Lenormand, chargée de pédagogie du pôle PlayLab, c'est le pôle innovation de Play International. L'objectif de ce projet, c'est de s'interroger sur comment créer les conditions favorables pour jouer et apprendre ensemble, filles et garçons. Play International, c'est une ONG pionnière spécialisée dans les programmes d'éducation par le sport. C'est une ONG qui est née en 1999, donc il y a 20 ans, avec la conviction que le sport est un outil puissant pour contribuer à la résolution de nos enjeux de société. L'ONG a mis en œuvre des programmes dans plus de 20 pays, au bénéfice de 850 000 bénéficiaires. L'ONG a également créé le PlayLab, qui est un laboratoire ouvert dédié à l'innovation sociale par le sport. Donc le début de ce projet, pratique en mixité, ça part d'un double constat. D'abord qu'à l'âge de 12-13 ans, le moment où on constate que se forment les stéréotypes, avant cet âge-là, les filles et les garçons jouent ensemble, mais on constate qu'après cet âge-là, il y a une séparation qui s'opère avec les filles qui jouent d'un côté et les garçons de l'autre. On note qu'en plus, on a un décrochage de la pratique sportive chez les filles. L'équipe numéro 1, non 2. Alors l'équipe numéro 2 derrière Tom. L'équipe réunit 3 grandes parties prenantes. Donc Play International sur la partie expertise pédagogique, le laboratoire Elvis, donc laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport, qui est un laboratoire scientifique de l'université Claude Bernard à Lyon. Et les porteurs de projets, il y a eu un appel à participation au niveau de l'Île-de-France auprès de structures sportives qui souhaiteraient s'impliquer, creuser cette question de la mixité dans la pratique sportive. À participation, il y a d'abord eu un premier atelier où l'idée c'était un peu d'identifier quelles seraient les règles d'or pour favoriser ce jouer et apprendre ensemble. Et ensuite il y a eu d'autres ateliers sur la création de 2 nouvelles pratiques en mixité. La première à partir d'une activité physique et sportive déjà existante, qui est en l'occurrence le basket. Et une autre
écrite à partir d'une page blanche. Soit ils choisissent d'enlever un peu au début de l'adverse, soit ils choisissent de mettre leur code. Des images de pratique en mixité, des sourires aussi sur tous les visages, notamment certains enfants de votre club qu'on a aperçus. Aurélie, vous avez participé, vous faites partie de ces clubs, ces associations sportives en Ile-de-France qui ont participé à cet appel à projet. Vous êtes donc au cœur du projet. Vous avez participé à la construction des séances et puis vous les avez mises en place. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Oui, l'appel à projet, j'y avais répondu sur Twitter. Je suis très Twitter et le thème me plaisait, ça me parlait. Et en fait, Play m'a recontacté pour me dire qu'on avait été choisi pour participer à ces différents ateliers. Donc, j'y suis allée et c'est vrai qu'il y a eu un vrai échange. J'ai beaucoup appris et ça nous a permis aussi de voir que les problèmes de mixité, ce n'était pas qu'au foot, c'était aussi dans différents univers et certains sports, comme on a vu des gens qui faisaient du Quidditch. Donc je ne connaissais pas, mais c'est vrai que ça nous a permis de voir que chacun cherchait une solution pour que la pratique en mixité puisse se faire sans avoir de stéréotypes filles-garçons. Et c'est vrai que Cécile aussi, de par ses connaissances et ses recherches, m'ont beaucoup fait réfléchir. Et c'est vrai que quand je suis arrivée au Racing, les séances d'entraînement après, j'ai pu parler un peu plus aux responsables du club et voir ce qu'on pouvait faire pour améliorer justement cette mixité au sein du club. Donc il y a eu une co-construction de ces séances, on l'a entendu dans les mots de Cécile, et puis on a établi des règles d'or, Emmanuel, comme peut-être une feuille de route finalement pour ces séances en mixité. Comment vous les avez choisies, comment elles ont été établies? Oui, ces règles d'or, en fait, elles ont vraiment été pensées pour essayer de résoudre des problèmes qui étaient observés sur le terrain. En fait, il y a plusieurs approches. Une approche qui serait de se dire, peut-être par facilité, finalement, si on met des filles et des garçons sur un terrain ensemble, ça risque de fonctionner, ils vont s'amuser, les filles vont s'engager dans la pratique, elles vont participer autant que les garçons. Mais bon, là, on est évidemment dans une situation un peu utopique et le but était évidemment d'éviter de se dire ça. Mais aussi à l'inverse d'éviter d'aller dans l'extrême opposé qui serait de dire la mixité c'est pas possible en fait, on peut pas faire jouer les garçons et les filles ensemble. Donc il fallait réfléchir à la façon dont on allait mettre en place cette mixité et ces règles d'or c'est un petit peu ce qui a émergé de cette réflexion, ce sont l'ensemble des points de vigilance qu'on avait à l'esprit pour créer nos pratiques, points de vigilance qui avaient pour objectif de guider un petit peu et d'orienter la façon dont on avait pensé nos pratiques. Je peux vous donner un exemple très concret. Le fait, par exemple, que certaines habiletés motrices sont plus entraînées chez les garçons que chez les filles, de par culturellement l'accès au sport, enfin les choses dont on a parlé un petit peu plus tôt. Et cette différence-là, il faut qu'on la prenne en compte. Et dans notre pratique inédite sur sa forme de jeu, donc la pratique qui s'appelait Tic Tac Ball, si vous avez suivi la vidéo, dans cette pratique, on essaye de limiter le nombre d'habiletés motrices qui sont plus entraînées chez les filles, chez les garçons que chez les filles. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et donc d'avoir un niveau d'entraînabilité qui est assez semblable, avec des motricités comme la coordination, comme la proprioception, qui sont moins utilisées dans des sports plus médiatisés et traditionnellement associés aux garçons, le foot, le hand, les sports collectifs de manière générale. Et donc ça permet de réduire l'écart de niveau qu'il peut y avoir entre filles et garçons, écart de niveau qui est bien sûr dû à notre société et aux accès au sport et ainsi de suite. Un écart de niveau, et je reviendrai sur les règles d'or après, mais ça me fait penser à votre histoire de jongle, Aurélie, où vous disiez les garçons ne pensaient pas que les filles savaient jongler, et ils ont été quand même au cœur de ces séances un peu subjugués par leur talent et leur maîtrise. En fait, quand on a mis en place l'atelier et qu'on avait défini un horaire, en fait, on a prévenu les garçons et les filles. Ils ne savaient pas du tout à quoi ils allaient s'attendre, justement pour pas qu'il y ait d'a priori. Donc, en arrivant sur l'atelier, on leur a expliqué ce qu'il fallait faire. Donc, effectivement, les garçons avaient un peu d'a priori, les filles étaient beaucoup plus timides et réservées en pensant, par rapport au jugement que les garçons pouvaient avoir,
Et donc, du coup, effectivement, dans la pratique du tic-tac-ball, à un moment, il faut avancer en jonglant à deux, en se faisant des passes. Et c'est vrai que les filles partaient déjà défaitistes parce qu'elles étaient avec un garçon. Et au final, il s'est avéré que non, il y a eu un vrai échange. Ils ont pu gagner des points ensemble. Et c'est vrai que l'estime des filles et le sourire des filles, on le voit sur les différentes vidéos qui ont pu passer, on voit leur sourire et on voit que les garçons se disent bon, finalement, on ne va pas perdre si on joue avec des filles. Donc pour moi, le tic-tac-ball, c'est un atelier qu'on remettra en place en dehors de notre partenariat avec Play International. Et c'est des choses qu'on va proposer aussi au district 92. On est en pourparlers pour justement que toutes les équipes du district 92 de foot puissent le mettre en place. Donc c'est quelque chose qui nous a plu et qu'on va pouvoir élargir. Donc je suis vraiment fière d'avoir pu participer à cet atelier. Et puis les enfants aussi ont été très très contents de cette pratique. Pour préciser un petit peu d'ailleurs ce que tu dis Aurélie, là dans la situation dans laquelle on était dans ton club, on avait des filles qui étaient autant entraînées que des garçons et du coup, c'est ce que Aurélie met en valeur, cette différence de niveau, elle n'existait pas. Donc il n'y avait même pas besoin de faire appel à de nouvelles habiletés motrices puisque finalement on avait des filles et des garçons de même niveau. Donc naturellement, les garçons ont été surpris. Je dis naturellement, mais ça ne devrait pas être le cas malheureusement. Oui. Mais du coup, même sans transformer la pratique, puisqu'on est resté sur une base motricité foot, il y a eu de belles surprises grâce à ça. Est-ce qu'on est loin d'un match de foot mixte aujourd'hui ? Je pense que oui. Je pense qu'il y a du chemin à faire, notamment dans les mentalités. Pourtant, par exemple, dans le basket, on a des formes de pratiques mixtes qui existent de manière compétitive. Alors, ce n'est pas du basket, c'est du korfball. C'est un sport qui est né il y a très peu de temps, il me semble. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est un sport qui ressemble très fortement au basket, avec des règles qui sont pensées pour la mixité et donc qui permettent une pratique compétitive en mixité. Donc si c'est faisable dans une pratique type basketball, pourquoi pas le développer dans une pratique football. Moi, en tout cas, j'y vois aucun inconvénient. Emmanuel, je me rends bien compte que vous avez éludé cette question des 5 règles d'or, que vous ne vouliez pas donner à la place de Cécile. Alors, je vais retourner voir Cécile Autogali, pour revenir sur ces règles d'or qui ont été établies, comment elles ont été choisies et quelles sont-elles pour celles et ceux qui nous regardent. Alors, il va falloir me les remettre sous les yeux parce que je ne suis pas sûre de les connaître par cœur. La première, c'est les pratiques sportives n'ont pas de sexe, mais une histoire. Voilà, alors ça c'est vraiment dire, rappeler et rappeler autant de fois que nécessaire que les femmes sont investies dans les pratiques sportives depuis très longtemps, quasiment les mêmes temporalités que les hommes. Par contre, elles ont été soit autorisées, acceptées, encouragées, on a mis en place des compétitions pour elles, rarement, soit elles ont été exclues, et ça a été le cas pendant longtemps. Donc en fait, lorsqu'aujourd'hui une jeune fille ou un collectif porte un imaginaire particulier sur une pratique, il faut bien avoir en tête que c'est le résultat d'une histoire. Prenons un exemple très simple, le foot, dont on parle depuis tout à l'heure. Il faut attendre 1970 en France pour que les femmes soient autorisées à être licenciées à la Fédération française de foot, alors qu'elles pratiquent le football depuis la Première Guerre mondiale, avec des compétitions internationales, avec du spectacle qui réunit des dizaines de milliers de spectateurs dans les années 20. Et il faut attendre, et il faut encore attendre le début du 21e siècle pour avoir les premières équipes sous contrat, on ne va pas dire professionnel, mais sous contrat fédéral, et donc avec des conditions de développement du haut niveau importantes. Les pôles de formation aussi qui vont se développer au début du 21e siècle. Donc voilà, les déficits, qu'ils soient symboliques ou physiques, sont le fruit d'une histoire, et c'est ce que redit cette règle. Faire découvrir de nouvelles pratiques et l'égalité filles-garçons sera plus forte. C'est la deuxième règle. Faire découvrir de nouvelles pratiques ou de nouvelles modalités de pratique. Parce que le pari qu'a fait Play International, c'est un pari en premier lieu didactique. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé sur les contenus, sur les situations d'exercice précises à mettre en œuvre, et puis sur les règles à faire appliquer aux jeunes. Et c'est vrai que là, on se rend compte qu'en fait, il faut bien penser la didactique des situations
pour pouvoir favoriser l'égalité entre les filles et les garçons, pour pouvoir faire obstacle en fait aux stéréotypes et aux logiques de séparation qui sont déjà profondément incorporées chez les jeunes quand ils arrivent sur le terrain sportif. Et donc finalement, il faut les forcer par un certain nombre de règles et de situations concrètes à se mettre en situation d'égalité. Et donc c'est ce pari-là qu'a fait Play. Alors avec une pratique qui s'inspire d'une pratique compétitive traditionnelle, qui est le basket, mais avec de nouvelles règles pour penser l'égalité, et une pratique effectivement totalement créée in extenso par le groupe, qui est la pratique tic-tac, où là on est sur quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre et qui pose aussi des règles favorables à l'égalité. Le troisième point, et c'est peut-être l'un des plus importants, c'est de créer une culture commune. Donc là, on se dit, oulala, ça va prendre du temps. Culture commune pour libérer les filles et les garçons des rôles traditionnels. Vous l'expliquiez tout à l'heure, c'est souvent les garçons qui font leurs équipes ou qui sont les capitaines. Il faut peut-être sortir de ça. Ben oui, voilà, je crois qu'on a tout dit et cette conférence, bien sûr, y participe et il faut activement œuvrer à cette culture de l'égalité dès l'école primaire, par une attention, en fait, faire de l'égalité un vrai savoir d'enseignement. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'enseignants ou d'éducateurs pensent que finalement, c'est un objet secondaire, que la priorité, c'est leur savoir théorique, le contenu qu'ils ont à transmettre et font de l'égalité un savoir secondaire. Non, je pense que c'est vraiment une priorité de vouloir faire réussir tous les jeunes, qu'ils soient filles ou garçons, et du coup de poser les questions d'égalité vraiment au centre de l'acte d'enseignement et d'apprentissage ou d'entraînement ou autre. Il y a un point important, la quatrième règle, je pense, et tout à l'heure Emmanuel l'évoquait en disant il ne suffit pas de mettre des filles et des garçons sur un terrain pour que ça marche. Partager un terrain ne suffit pas à créer l'égalité. Non, parce que sinon, par exemple, dans le cadre scolaire, la mixité est mise en place en gros depuis les années 1980. Et aujourd'hui, les enseignants qui prennent un peu de recul sur la façon dont se met en œuvre la mixité, ils ne sont pas satisfaits. Aurélie le disait tout à l'heure, les premières expériences de sa fille dans son club mixte, elles ont été catastrophiques. C'est Karine Guérandel qui montre bien dans son travail que parfois, si la mixité n'est pas réfléchie, si elle est juste banalisée comme ça, comme une sorte d'évidence, elle peut être une véritable épreuve pour les filles parce que s'y reproduisent des stéréotypes et des logiques de domination. Donc, il y a vraiment un enjeu à penser pas seulement le faire ensemble, mais le apprendre ensemble. Et donc, à dissocier la question organisationnelle, on se met en mixité, mais pour aller vers un autre objectif qui est celui de l'égalité. La mixité et l'égalité, c'est deux choses différentes. Bien sûr, la mixité contribue à l'égalité, on fait ensemble, mais il faut aller plus loin en apprenant aussi ensemble et en posant toutes les règles claires de cette égalité. Et on parle du coup dans la cinquième règle de coopération, finalement. Travailler la coopération, c'est justement favoriser cette égalité entre les filles et les garçons. Oui, alors du coup, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, vraiment sur le apprendre ensemble, coopérer ensemble, performer ensemble, se mettre en concurrence aussi ensemble. Et voilà, tous ces éléments des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être qui doivent être pensés ensemble. Voilà, 5 règles d'or établies après ce travail que vous avez fait ensemble et ce vécu que vous avez eu. C'est un bon point de départ, Mejdaline, ce genre de feuille de route. Oui, effectivement, ces 5 règles sont absolument cruciales pour réussir à jouer les uns avec les autres, parce que c'est de ça dont on parle. Je crois qu'il y a différents chiffres qui expliquent la situation actuelle. Je pense notamment à 37%, c'est le nombre de femmes qui sont licenciées aujourd'hui dans des clubs. En fait, il faut bien se rendre compte, je vais aller vite, on vit dans une société patriarcale et le sport reproduit ce qui se passe dans la société. Et donc, il faut regarder comment les femmes et les jeunes filles, évidemment, pratiquent le sport aujourd'hui. Et effectivement, il y a un vrai décrochage après le lycée, parce qu'on ne pousse pas les jeunes filles justement à être compétitives. On ne leur dit pas, mais bien sûr que tu peux faire une carrière dans le sport, comme il y a moins d'argent à gagner, comme derrière, elles ne seront probablement pas entraîneurs ou dirigeantes. Il n'y a qu'une seule femme aujourd'hui sur les 36 fédérations olympiques, Nathalie Péchala, qui est présidente d'un club. Il y a très peu de femmes qui sont entraîneurs parce que voilà, il y a un premier décrochage
décrochage après le lycée. Ensuite, il y a un deuxième décrochage autour du projet de maternité. Et donc, et puis les femmes font 3h30 de tâches ménagères par jour quand les hommes font à peu près 2 heures. Donc, du coup, il y a une façon de pratiquer qui n'est pas la même. On va plus simplement, quand on est une femme, une jeune fille, se consacrer à ses études et pratiquer du sport le samedi matin, le dimanche matin, quand on a réglé tous les autres problèmes de la maison. Et du coup, souvent en solo. Hein. Et souvent en solo. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup le running, etc., a vraiment le vent en poupe ces dernières années, parce que ça va être bien plus simple. Un autre chiffre qui explique aussi, et qui permet de réfléchir à la pratique féminine, c'est les 18%. 18% de retransmission télévisuelle sur le sport au féminin. Je dis bien le sport au féminin et pas le sport féminin, puisque le sport n'a pas de sexe, évidemment. On sera tous d'accord. Mais une histoire, on l'a vu dans les règles. Effectivement. Donc seulement 18% de retransmission télévisuelle. Aujourd'hui, quand on est une jeune fille ou un jeune garçon, on allume sa télé, on veut regarder du sport. Voilà, il y a une chance sur 5 de tomber sur du sport pratiqué par les femmes. Évidemment que l'absence de modèle joue un rôle crucial auprès des jeunes filles et des jeunes garçons. Je pense notamment ce matin à l'équipe, parce qu'évidemment, on leur tombe toujours dessus, parce que c'est le média auquel on pense quand on pense à des médias sportifs, qui fait sa une sur Dimitri Payet, qui, je crois, maigrit quand il gagne. Quand il marque. Voilà, c'est ça. Et du coup, et les Bleus qui sont relégués dans un petit coin, se sont qualifiés hier pour les demi-finales. Je crois que c'est la 5e ou la 6e fois, les Bleus du handball, les partenaires de Grace Zahedi, qui se sont qualifiés pour les demi-finales au Danemark. Bon, après, c'est des choix éditoriaux, évidemment, mais ça arrive tellement de fois, tellement souvent que les sportives soient reléguées au second plan, que c'en est franchement usant. Et puis, un dernier élément sur ce qui a été dit. Auparavant, j'avais été marquée parmi les interviews que j'avais faites pour le magazine Les Sportives, par mon interview de la géographe Edith Maruet-Jules, qui m'avait dit, mais regardez une cour d'école, et on sait bien tous comment ça se passe. Les garçons occupent l'espace central en jouant au foot, et les jeunes filles, généralement, il y en a 2-3 qui jouent avec les garçons, et puis les jeunes filles, dès le plus jeune âge, apprennent à éviter le ballon, à se mettre sur les côtés, à surtout faire attention à ne pas prendre le ballon dans la tête. Et donc, il y a vraiment besoin de déconstruire tous ces modèles-là, et c'est pour ça que c'est formidable le travail qui est fait par Play et dans les clubs qui ont l'égalité en tête, parce qu'il y a vraiment besoin de déconstruire les schémas dès le plus jeune âge de répartition, effectivement, des rôles. Il y a besoin de faire des cours d'école qui soient non genrés, où chacun peut pratiquer son sport. Il y a un vrai besoin à tous ces niveaux-là. Quand on vous entend, hein, Mejdaline, on comprend que le chemin est long et que c'est un petit travail de fourmi, mais qui est déjà initié par Play. Est-ce que vous avez déjà vu des effets, vous, dans votre club, Aurélie ? Nous, on a oui, effectivement, il y a beaucoup d'effets. Déjà, c'est vrai que, ne serait-ce qu'avec cet atelier, les garçons et les filles, en fait, il y a 900 licenciés, et c'est vrai que on va aux entraînements. On ne se mélange pas. Et là, depuis cet atelier, ceux qui ont participé, maintenant, ils se disent bonjour. Ils se parlent alors qu'ils se voient à l'école et ils n'avaient pas forcément d'échange. Maintenant, les garçons et les filles vont nous dire bonjour à nous déjà, alors qu'avant, on était juste une ombre sur leur chemin. Voilà, et c'est vrai que le Racing a décidé de mettre en place un créneau spécial mixité, donc le mercredi, sur lequel les filles et les garçons de différentes catégories d'âge pourront jouer ensemble. On est aussi, j'ai de la chance aussi d'habiter à Colombes, puisque du coup la nouvelle municipalité veut mettre en place et veut mettre en avant le sport au féminin, justement. Et on parlait de cours de récré. La mairie, justement, veut faire des cours de récré non genrés, justement, pour améliorer cette mixité. Donc, sur la question du sport au féminin, on sent que ça avance un peu, en tout cas que les municipalités, les collectivités prennent la chose en main, mais on est encore loin du coup, Emmanuel, de la mixité à proprement parler qui nous réunit aujourd'hui. Est-ce que la solution, c'est justement ces créneaux dans les lieux de pratique qui peuvent favoriser justement ces échanges et ces pratiques ensemble ? Oui, ça fait partie des solutions en tout cas, et après il faut surtout pas se dire qu'il faut avoir uniquement des créneaux mixtes et que dans la société en
2320, dans 300 ans, on n'aura que du sport mixte et ça sera comme ça qu'on on fonctionnera. sera plus là pour voir ça, pourtant on aimerait, hein, vraiment. On J'espère sera que plus ça là, en arrivera tout cas. avant. Hein. Mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que le sport en mixité, c'est quelque chose qui va être vecteur de changement social. Et c'est à ce titre-là que nous, on a essayé de mettre en place ce projet. Et c'est le pari qu'on se donne. Et les premières observations nous font penser que ça a quand même plutôt tendance à fonctionner. C'est que faire pratiquer en mixité, ça va rapprocher les filles et les garçons. Ça va casser un petit peu la méconnaissance de l'autre. Et par conséquent, casser aussi les stéréotypes des uns et des autres sur l'autre sexe. Vous parlez de l'observation, ça a été le rôle de Cécile Autogali aussi et de ses équipes, parce qu'évidemment, il faut voir si ces séances fonctionnent. On l'a dit, il y a des sourires, il y a de l'envie, on se dit bonjour, on se croise et on est content d'être là. Surtout, Cécile, dites-nous un petit peu quels sont les outils de mesure et la méthode d'évaluation. C'est une question qui nous a été posée en direct. Outils de mesure, méthode d'évaluation de ces séances, et puis du coup, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Alors, je me permets juste une petite parenthèse sur les questions de langage. Sport au féminin, sport féminin. Moi, je parle du sport des femmes. C'est vrai, alors pourquoi, juste une petite dégression pour dire pourquoi c'est important en fait, parce qu'effectivement, à l'échelle de l'histoire, les seules activités dans lesquelles les femmes ont été rapidement autorisées à pratiquer sont des activités où il fallait qu'elles travaillent en fait leur esthétique corporelle, il fallait qu'elles travaillent leur féminité. Voilà. Tant qu'une sportive allait vers une pratique où elle allait pouvoir être féminine, selon les normes de chacune des époques, eh bien, elle est autorisée. Par contre, dès qu'une sportive sortait un petit peu ses modèles pour aller vers d'autres références, d'autres normes qualifiées de masculines, eh bien là, c'était problématique. Donc, il y a une trace, il y a une injonction à la féminité dans l'histoire des pratiques sportives qui est très forte. Et aujourd'hui, le fait de continuer à parler de sport féminin, finalement, c'est aussi une façon d'entretenir le fait qu'il y aurait une façon différente de faire du sport et qu'il devrait y avoir une façon belle de faire du sport. Donc, moi, à titre personnel, je lance ça dans le débat, je préfère parler du sport des femmes ou de nommer les footballeuses, les athlètes, les femmes alpinistes, etc. Je reviens à votre question, Gaëlle, tout de suite. Donc, notre rôle, effectivement, ça a été d'accompagner, mais aussi maintenant de procéder à une phase d'évaluation. En sachant que c'est l'accompagnement dont j'ai fait part tout à l'heure, c'était vraiment qu'un accompagnement, c'est-à-dire qu'à aucun moment on a dit qu'il fallait mettre en place telle règle ou telle forme de pratique, etc. Ça, c'est vraiment le groupe qui l'a fait. Donc nous, on est resté dans une forme de neutralité par rapport à ça. On a posé des questions, on a interpellé sur certaines règles et les conséquences qu'elles allaient avoir en matière de mixité, mais on a laissé les acteurs faire les choix. Donc maintenant, on observe, et on observe avec des grilles d'évaluation. Alors, c'est une stagiaire du Elvis, Alix Parfait, qui est étudiante du Master EgalApps, peut-être dont on reparlera après, qui a mené ces observations, et donc qui a travaillé d'un point de vue qualitatif et bien sur la nature des interactions entre les jeunes, sur les interactions avec les enseignants, qui a travaillé sur l'occupation de l'espace des jeunes, qui a travaillé sur des indicateurs un peu qualitatifs, et puis aussi quantitatifs, le nombre de parcours réalisés, le nombre de réussites, le nombre de passes décisives faites, le nombre de buts marqués, donc des choses très matérielles, comptabilisable, mesurable, pour pouvoir voir qu'est-ce qui se joue entre les filles et les garçons, y compris notamment le taux d'engagement, le temps de pratique et l'engagement de chacun. Donc des choses très, très mesurables qui vont pouvoir maintenant être utilisées sur la phase finale. La phase finale et un bilan qui sera disponible dans quelques temps maintenant, le temps d'analyser tout ça. Évidemment, le confinement n'a pas forcément aidé à ce que tout cela aille vite et que les séances puissent se faire de façon assez efficace. On a évoqué à demi-mot celles et ceux qui mettent en place ces séances, à savoir les animateurs. Un petit mot avec Cécile sur leur rôle, parce qu'on le disait tout à l'heure, il ne suffit pas de mettre des garçons et des filles sur un terrain, il faut que ça fonctionne, et ça passe aussi par la personne qui les encadre. Et on en reparlera avec Emmanuel, parce que c'est la suite du projet de Play. Un mot donc sur les enjeux pour les animateurs, les enjeux de leur formation aussi sur ces questions-là.
Oui, les questions d'égalité ne s'improvisent pas en fait. Voilà, ça c'est vraiment une formule qu'il faut retenir. Ça s'apprend, l'égalité. Et aujourd'hui, force est de constater que les formations, que ce soit dans les formations jeunesse et sport ou dans les formations universitaires, y compris dans la formation des enseignants de PS, eh bien, ces questions d'égalité sont sous-représentées, voire parfois totalement absentes. Donc, on a des gens qui sont eux-mêmes traversés par un certain nombre de stéréotypes, qui parfois, et même souvent, je crois de plus en plus, sont bienveillants, sont volontaires, mais ont incorporé un ensemble de codes qui sont sexistes. Et parfois, il suffit d'un mot malheureux, d'une phrase malheureuse pour déconstruire tous les effets bénéfiques d'une pratique. Donc, il y a un vrai enjeu à travailler dans un premier temps sur les contenus, et c'est le choix qu'a fait Play avec l'idée de travailler d'un point de vue didactique les situations, mais aussi sans doute de travailler maintenant sur la posture de l'animateur qui est extrêmement importante. Nos enfants se construisent par des mots, par des regards, par des façons d'être et d'interagir avec leur éducateur et éducatrice. C'est un véritable enjeu, Aurélie, ça, la posture de l'éducateur, de l'animateur, de l'animatrice. Il y a probablement des entraîneuses chez vous aussi. Alors, on dit entraîneur. Entraîneur E. Voilà, avec un E. Donc, à la québécoise. Oui, en fait, nous, au sein du club, on a énormément d'éducatrices sur la section féminine. Et en fait, on impose à chaque éducateur et éducatrice de passer des modules de formation pour que les parents puissent ne pas avoir ce genre de stéréotypes. Quand un homme voit une éducatrice apprendre le foot à son enfant, tout de suite, des fois, il y a des réticences. Donc là, de par ces formations, on peut leur dire, voilà, elle est compétente. Elle a passé des diplômes qui lui permettent d'apprendre. On ne l'aurait pas demandé à un éducateur s'il avait des diplômes. Non, on voit certains papas sur le bord du terrain en essayant de donner des indications à leurs filles, alors que ce n'est pas du tout bon. Et donc, on est des fois obligé de les sortir du terrain parce qu'ils se prennent pour justement les éducateurs. Parce que des fois, une femme a 2 fois plus besoin de s'affirmer. Je vais vous donner un exemple concret sur un match contre une équipe. On était 2 éducatrices et en face, on avait deux éducateurs. Les éducateurs se sont permis des choses. Les éducateurs d'une équipe adverse se sont permis des choses qu'ils ne se seraient pas permis si en face, c'était des hommes. Donc on a dû intervenir un peu plus expressément pour bien leur faire comprendre que oui, effectivement, nous sommes des femmes, mais on connaît aussi notre métier. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir des formations, mais je trouve ça dommage de devoir le justifier, se dire j'ai passé un diplôme donc je peux enseigner. Voilà. On l'a entendu, Cécile l'a dit, la première phase c'était le contenu. Maintenant, la deuxième phase de ce projet, Emmanuel, c'est vraiment ça, c'est aussi donner des clés, donner des règles à ces animateurs, éducateurs, éducatrices. Tout à fait, et en fait c'est un besoin qui a émergé dès le premier atelier, puisque nous on avait cette fameuse approche didactique, donc sur le contenu en lui-même et comment penser un contenu pour qu'il soit adapté et que sa mise en place d'elle-même favorise les conditions pour la mixité. Cependant, lors du premier atelier dans lequel on a évoqué ces fameuses règles d'or, on a énormément parlé de la posture de l'animateur. Et c'est vraiment ce qui est revenu en premier sur le devant de la table, c'est le comportement de nos éducateurs. Comment on fait pour gérer le comportement de nos éducateurs? Donc, évidemment, ce n'était pas l'objet de notre projet, donc on n'allait pas tout chambouler dès le début, mais on s'est dit, c'est une réflexion qui est vraiment en complémentarité, qui vient en complémentarité avec ce qu'on avait engagé sur cette première phase. Et donc, on a décidé de le mettre en place sur une deuxième phase qui va prendre, vous le voyez à l'écran, à peu près la même structure que notre première phase finalement, puisqu'on est assez satisfait des premiers résultats. Donc, une identification des règles d'or dans un premier temps, 2-3 ateliers pour réfléchir aux grandes lignes directrices, et puis la production, comme sur la première phase, d'un contenu qui va permettre de résumer un petit peu tout ce qui aura été échangé et dit lors de ce projet. Alors bien sûr, vous lancez un appel aussi aux associations, à ces clubs sportifs qui souhaiteraient participer à cette deuxième phase désormais du projet. Tout à fait. On recrute en ce moment des structures, des associations comme le club d'Aurélie par exemple, qui a participé au premier projet, pour se mettre en réflexion sur ces questions-là.
Et puis, voilà, participer à leur échelle au changement de représentation sur les filles et garçons. Donc, vous avez les informations qui vont sûrement s'afficher à l'écran, si je ne me trompe pas, l'adresse de contact notamment du projet avec info@playdagogie.org pour écrire info@playinternational, pardon. Play-international.org Voilà, et ce, avant le 10 janvier, voilà, pour participer à cette phase 2 du projet. Mais dans quelques instants, on va vous donner toutes les infos pour bien, tout savoir sur ce projet, phase 1 et phase 2. D'ailleurs, je crois que Cécile a quelque chose à ajouter, notamment sur la formation des animateurs. Oui, c'est juste une petite parenthèse. On parlait de formation tout à l'heure pour dire qu'à Lyon, on a donc mis en place une formation qui est unique en France et même au-delà, qui s'appelle la formation égale APS, pour égalité dans et par les activités physiques et sportives. Donc, je suis co-responsable avec Virginie Niquez, maîtresse de conférence aussi au Elvis, et avec qui je travaille sur ce projet-là d'ailleurs des pratiques mixtes. On est co-responsable de cette formation et le but, c'est de former justement sur 2 ans avec un niveau master des experts et expertes autour des questions égalité et sport. Donc, n'hésitez pas à consulter aussi le site internet Egalabs, voilà, pour avoir des infos sur ces questions-là. Et il faut absolument que ça se développe. Cécile, avant de conclure, une idée, même s'il n'est pas encore totalement rédigé, du premier bilan de ce projet mené par Play International. Est-ce qu'on sait déjà un petit peu ce qu'on va trouver dedans ? Non, très sincèrement non. On a observé des choses, mais on était en phase de test, donc il y avait plein de réglages à faire sur le plan des consignes, des conditions matérielles, des terrains. Donc vraiment, ça ne serait pas du tout raisonnable de dire quoi que ce soit à ce stade-là. On a une phase d'évaluation qui va se développer en janvier. On a une grille d'évaluation qui est prête. Voilà, donc je suis désolée, mais non, je ne ferai pas de teasing sur les résultats tout de suite. Elle maintient bien le suspense, Cécile Autogali, merci beaucoup. Justement, ce projet et les résultats là, comment il va être partagé, Emmanuel, et puis surtout la suite, pour vous, c'est quoi ? Alors les résultats, eux, seront partagés sous la forme d'un rapport d'évaluation qui sera disponible si on arrive à tenir les dates fixées en raison de la Covid, notamment en avril. Au-delà de ça, on a produit un guide qui s'adresse à tous les animateurs, tous les éducateurs, tous les professionnels de terrain finalement. Un guide qui résume rapidement ce qu'on vient de dire. Et puis vous le voyez à l'écran, vous pouvez le trouver sur notre plateforme, donc www.play-international.org. En vous créant un compte gratuitement et vous aurez accès à notre médiathèque pédagogique qui vient d'apparaître. Il vous suffira de cliquer sur télécharger le guide que vous voyez ici. Donc c'est un guide qui a plusieurs objectifs, à la fois revenir sur toutes les règles d'or qu'on a pu identifier, donc dans une partie un peu théorique, scientifique, qui explique pourquoi les pratiques n'ont pas de sexe mais une histoire, par exemple, mais aussi les autres règles d'or qu'on a évoquées. Elle présente les 2 formes de pratiques qu'on a imaginées lors de ce projet. Et donc, c'est un outil vraiment très pratique, très terrain, qui s'adresse à tous ces professionnels. Voilà, sur le site de Play International, le guide pratique, les règles d'or dont on a parlé tout à l'heure, vous allez retrouver ça. Bien sûr, vous aurez le bilan lorsqu'il sera fait après l'évaluation au mois de janvier. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez envie, vous aussi, d'accélérer sur cette question de la mixité, et puis surtout bien de partager et de participer à cette formation de vos animateurs, c'est le lancement de la phase 2. Donc voilà, vous pouvez contacter Play International avec cette adresse info@play-international.org. Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous. Un dernier mot, mesdames ? Encore ravi. Et puis, je veux bien répondre à l'appel à projet pour la posture de l'éducateur parce que je pense que c'est essentiel. Moi, je vais finir par un petit mot d'auto-promo. Non, mais de vraiment, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont suivis, qui sont sensibles à ces questions-là, donc de ne pas hésiter à s'abonner au magazine Les Sportives, parce que c'est l'un des seuls médias qui existe, qui parle uniquement de sport pratiqué par les femmes, pour aussi participer au fait que justement les athlètes féminines puissent avoir de la visibilité. Et je suis sûre qu'il y aura bientôt un article sur les ateliers de Play International. Exactement. Dans les Sportives. Exactement, donc vraiment n'hésitez pas à
à soutenir le magazine parce que c'est un très beau magazine. Merci beaucoup. Cécile Autogali était avec nous. Merci beaucoup Cécile de nous avoir apporté votre expérience et vos travaux menés depuis 20 ans sur cette question du genre dans le sport. Merci beaucoup Emmanuel, au boulot parce que ça continue le projet. Oui, ça continue. On espère avec la plus grande réussite. Merci à tous, en tout cas, merci à toutes et tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et vous pourrez bien sûr revoir sur le site de Play cette émission si vous nous avez manqué depuis le début. À très bientôt.